Raoul Hedebo, welcome. Ah, bedankt, hein. Merci beaucoup. Merci de cet accueil. Alors, je le dis en français pour les Français qui ne comprendraient pas. Raoul est debout. Bienvenue. Merci beaucoup. Donc c'est la première fois que je fais une émission en bilingue. On aurait pu faire une émission en langage des signes, puisque tout à l'heure les micros ne marchaient pas. Je suis ravi de t'accueillir ici aux médias. Tu es mon premier invité, je crois, étranger. Puisque quel honneur, quel honneur. Tu nous viens d'Outremeuse. Tout à fait. Moi, j'ai voulu t'inviter parce que j'ai vu cette vidéo qui nous a tous fait rire aux médias, mais au-delà, en France. Enfin, elle a été virale sur Internet, où tu interroges ton ministre des Pensions belge et tu essaies de... Alors, si j'ai bien compris, tu lui demandes de donner des conseils à Emmanuel Macron, quoi. Ouais, c'est ça. Et il y a à la fois un effet comique, mais aussi quelque chose de très profond dans cet échange. Et j'aurais voulu connaître la jeunesse de ça. Puis en même temps, j'avais envie de te connaître, qu'on parle de ce qui se passe en ce moment en Belgique, de votre système de retraite et de ton regard aussi sur la France, l'actualité, que tu nous parles de ton parti, de ton parcours. Voilà, c'est un peu l'objet de cette conversation. Eh bien, en France, il y a une même mobilisation. 1,8 million de travailleurs ont manifesté en décembre. 36 jours de grève, chers collègues. 36 jours de grève en France contre la mesure de la pension à points par des mesures européennes qu'on applique en Belgique, en France et en Espagne. Aujourd'hui, 200 manifestations dans les rues de Bruxelles. Alors mes questions vont être très simples, monsieur le ministre belge des Pensions. Pouvez-vous nous apporter ici des conseils à monsieur Macron? Comment on fait pour reculer sur une mesure antisociale? Non, c'est vrai. Est-ce qu'on déchire la mesure? Est-ce qu'on l'enterre, monsieur le ministre? Est-ce qu'on en fait une boule ou on la jette à la poubelle? Expliquez un peu à monsieur Macron comment un ministre qui a une mesure antisociale recule sur une mesure devant une telle mobilisation. Je suis très content d'entendre votre réponse. Comment est venue cette idée d'interroger ce ministre? Est-ce que tu es coutumier de ça au PTB, puisque tu es au Parti des travailleurs belges? Bah oui. De toute façon, on a le droit d'interpellation toutes les semaines au Parlement belge. Et on avait réfléchi sur comment on pouvait un peu aider nos camarades français qui sont en train de lutter en France. Or, il se trouve qu'en Belgique, on avait peut-être tout à l'heure, mais le gouvernement belge a dû reculer avec sa pension à points, sa retraite à points, parce qu'elle voulait appliquer la même mesure chez nous. Et alors, on s'était dit, on va interroger notre ministre, et plutôt que d'avoir toujours des questions uniquement techniques, un peu, comment je dirais, réparbatrices, etc., on lui a posé la question tout de suite, mais monsieur le ministre, vous avez reculé. Est-ce que peut-être expliquer à monsieur Macron comment on fait pour reculer? Alors voilà, il y avait différentes options. Il pouvait l'enterrer, sa mesure, il pouvait lâcher à la poubelle. Enfin voilà, il pouvait donner un petit conseil à Macron. Ça n'a pas fait rire notre ministre. J'ai vu ça. Donc vous avez un peu d'avance, puisque vous êtes battu contre le système qui était mis en place. Mais en même temps, si j'ai bien compris, parce que je suis allé sur Internet voir, vos retraités, l'âge moyen aujourd'hui, c'est 67 ans ou 65 ans. Explique-nous un peu votre système de retraite et ce qui s'est passé comme combat pour pas avoir cette retraite à points. Alors, d'abord, le cadre général, et je crois que ça c'est important dans la séquence politique actuelle en Europe, c'est que l'ensemble des gouvernements européens sont en train d'appliquer des mesures inspirées par la Commission européenne pour allonger les carrières et diminuer le montant des retraites. Et c'est pas un hasard, parce que ce sont des recommandations qui sont faites par la Commission européenne aux différents États. Les recommandations sont très très claires, c'est de dire, écoutez, voilà, il faut que le montant des retraites diminue, et il faut que les carrières s'allongent. Et donc chez nous, il y a eu une attaque en plusieurs morceaux. Il y a eu d'abord l'âge de la retraite qui était chez nous à 65 ans, qui a été porté à 67 ans. Ce qui est évidemment inacceptable. C'était quand ça? Donc ça, c'était en septembre 2014 jusque la mesure a été appliquée en décembre 2015, dans ces eaux-là. Là, il y a eu des mouvements, il y a eu des manifestations. Il y a eu des mouvements énormes. Donc, on a eu 4 grèves interprofessionnelles. Donc, c'est-à-dire qu'en Belgique, les organisations syndicales, toutes organisations syndicales confondues et tous secteurs confondus, ont immobilisé complètement l'économie. Donc, c'est comme une des forces du mouvement ouvrier et du mouvement des travailleurs belges de pouvoir établir un tel rapport de force. Mais ça n'a pas suffi. Malgré le fait, je le dis quand même, parce que c'est un parallélisme avec la France, c'est qu'aucun des partis politiques belges, dans son programme avant les élections, n'avait la retraite à 67 ans. Donc ils ont menti, ce sont vraiment des fausses élections avec des faux programmes qui sont menés. Quand tu dis 67 ans, c'est quel que soit le nombre d'annuités ou les gens qui ont commencé à travailler très tôt,
Non, évidemment. Donc de ce côté-là était lié à ça, un débat qui est parallèle à la France, c'est celui de la pénibilité et de l'âge de départ. Exactement. Parce qu'il faut travailler combien de temps pour être en retraite en Alors là, Belgique? c'est en évolution chez nous. Le but, c'est de mener la première partie de la réforme avec 42 ans de carrière. Donc ça, c'est l'obligation d'avoir 42 ans de carrière. Ce qui veut dire, et c'est important, que la majorité des travailleurs devront travailler jusqu'à 67 ans. Et plus particulièrement les femmes. Alors, ça veut dire que quelqu'un qui commence à travailler à 20 ans, il peut s'arrêter à 62 ans en Belgique? Alors chez nous, oui, il y avait encore les droits aux pré-retraite. Parce qu'aujourd'hui, petit à petit, l'âge de début de carrière étant plus tardif et plus particulièrement les carrières incomplètes, parce qu'on parle bien ici d'années complètes de travail. Donc quand on analyse les carrières des femmes, par exemple, elles sont souvent incomplètes chez nous en Belgique. Je pense qu'on a même une situation en France. Les périodes assimilées sont de plus en plus réduites et donc de plus en plus, il faudra travailler jusqu'à 67 ans. Ah oui, c'est une moyenne qui a été faite. C'est ça. Qui est inscrite dans la loi aujourd'hui. Et donc qui est inscrite dans la loi, mais c'est là où le gouvernement vient alors a voulu venir plutôt avec une réforme plus globale et qui est celle de la pension à points. C'est l'équivalent de la retraite à points. Donc là, la déclaration gouvernementale de 2014 invoquait la mise en place d'une pension à points. Et le ministre a encore dit en décembre 2017, je vais imposer la pension à points en Belgique. D'abord, juste l'expliquer, mais c'est assez parallèle à la situation française, qui est en gros qu'à chaque année travaillée, vous allez chercher un point et que la valeur du point ne serait calculée qu'à la fin de votre carrière. Comment calculer la valeur du point? La variable sera d'une part l'espérance de vie, c'est-à-dire plus l'espérance de vie en Belgique sera élevée, moins la valeur du point sera élevée, et l'état des finances de l'État. Si les finances sont dans le rouge, une diminution de la valeur du point. Donc, et là, dans ce projet inique, ça c'est moi qui donne mon avis, tout à fait. Qui contrôlait cette valeur du point? Alors donc ça, c'était le gouvernement qui fixait la valeur du point. Donc c'est vraiment incroyable. Et c'est ça qui a justement fait que la réforme a rencontré énormément de résistance au niveau des travailleurs. En décembre, il dit « je vais l'imposer au travail des vacances ». Décembre 2017. On est en décembre 2017. Il y a une grande lutte qui se déclenche grâce aux organisations syndicales et sur le plan de la mobilisation, mais aussi sur le plan de l'information. Je pense que ça, c'est vraiment important d'avoir pu entraîner l'ensemble des travailleurs, pas uniquement les secteurs forts, mais l'ensemble des travailleurs du privé, les jeunes, dans une information. Et donc là, on a eu notre contribution avec le PTB d'arriver réellement à démontrer que ça aurait été une pension tombola. Il faut le dire aux gens. Tu n'allais pas savoir, je dirais, avant la fin de ta carrière, de combien était la valeur du point. Et là, vraiment, on a eu une résistance qui s'est établie très largement, avec comme point culminant une manifestation au printemps 2017, avec 70 000 personnes dans les rues de Bruxelles, et où là, le ministre, petit à petit, a dit, bon, ben, je vais la poser avant les vacances, et puis il a dû dire que je vais la poser avant la fin de l'année, et finalement, il n'a pas réussi à la poser. Et là, c'est toujours comme un serpent de mer, ça revient ou c'est complètement abandonné? Donc là, clairement, il a abandonné. Donc là, j'ai encore interrogé au niveau du Parlement pour dire qu'est-ce que vous voulez faire avec votre mesure. Il dit bon, ben, on verra, on va étudier. Un ministre libéral ne dit jamais qu'il abandonne sa mesure. Il va dire bon, on va encore y réfléchir, etc. Donc la mesure est réellement annulée. Et c'est une victoire importante, non seulement pour nous, mais aussi pour les travailleurs français. Parce que c'est ça que je dis quand nous, avec le PTB, on va en solidarité à Paris ou à Lille ou quoi, on ne va pas qu'en solidarité avec les travailleurs français. C'est aussi pour nous protéger nous-mêmes, parce que les travailleurs français doivent comprendre que le but de la Commission européenne et de Macron, c'est de faire un exemple de la France en cassant la résistance ici et en revenant évidemment avec la pension à points en Belgique. Donc là, les deux luttes sont vraiment, elles sont liées, intrinsèquement liées. C'est la raison pour laquelle cette solidarité est aussi importante. Ce qu'il faut dire, vous avez une chance par rapport à nous en Belgique en ce moment, c'est que vous n'avez pas de gouvernement. Alors, ça c'est clair, c'est qu'on a à nouveau depuis un an dans un gouvernement minoritaire. C'est quoi, c'est un gestionnaire de faillite Exactement. Bon, on a l'habitude en Belgique, on a eu 580 jours sans gouvernement, et je dois dire que ça ne fonctionne pas si mal que ça. C'est assez incroyable. On voit que la politique continue, mais c'est effectivement une crise politique complète en Belgique, à l'instar de beaucoup de pays européens où la classe politique traditionnelle est en crise complète parce qu'elle a co-géré l'ensemble de cette économie néolibérale depuis 20-25 ans, et donc on a une crise du néolibéralisme, de la démocratie chrétienne et des partis libéraux. Et c'est pour ça aussi qu'on a des partis alternatifs comme le PTB qui grandissent, mais malheureusement aussi l'extrême droite et le populisme de droite. Alors pour les Français qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas ton parti, d'abord j'ai oublié de te situer, tu es très jeune, non? Tu es... Bah ouais, 42 ans, ça va. 42 ans, tu es très jeune. Moi je fais plus jeune, ça fait plaisir, hein. Merci Denis. Non, et donc tu es député et porte-parole de ton parti. Vous
Vous avez 12 députés au Parlement de Bruxelles. Comment ça se passe entre les Flandres et la Wallonie? Que représente en termes de pourcentage ton parti par rapport aux autres? Le rapport gauche-droite, la force des écolos? Est-ce que tu peux situer un peu ton parti dans le paysage politique belge pour savoir d'où tu parles et quelle est ta représentativité par rapport à la démocratie belge, on va dire? C'est ça. Donc nous, voilà, le PTB, donc on a un parti marxiste, je veux dire, qui est présent et au sud, et au nord, et au centre du pays. Donc il faut savoir pour les téléspectateurs français que la plupart des partis politiques belges sont divisés suivant leur région. Et c'est marrant que tu dis marxiste. En France, c'est un mot qu'on n'utilise pas quand on... Moi, je trouve important. Je trouve de se revendiquer. Moi, je fais toujours une analyse du capitalisme par cette grille d'analyse. Oui, aujourd'hui, il y a une exploitation des travailleurs. Oui, aujourd'hui, il y a un problème que notre économie, on n'a rien à dire sur notre économie. Il n'y a qu'une petite partie de la population, nommée les grands actionnaires, qui décide. Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Et c'est clair que cette grille d'analyse, sans faire un copier-coller du passé, on va être créatif pour le futur, mais sans qu'une grille d'analyse qui me convient. Alors, pour résumer, si je dis que vous étiez, il y a quoi, il y a une dizaine d'années, un parti groupusculaire, vous représentez 2-3%, qu'on pourrait associer, enfin, si je me trompe, tu m'arrêtes, au NPA un peu, ou à Lutte ouvrière, ou à ce genre de parti. Aujourd'hui, enfin l'année dernière, vous représentiez 24 ou 25% dans les sondages. Aujourd'hui, vous êtes à 17-18%. Toute Belgique confondue ou uniquement... Non, donc en fait, maintenant, les sondages nous mettent à 17-18% du côté francophone et on est passé à 8% et demi du côté flamand. Donc c'est une réalité qui est différente. La Belgique est un très beau laboratoire pour l'ensemble d'une gauche radicale qui se veut européenne. C'est-à-dire qu'on est un peu à la limite entre une influence germanique, je veux dire, et une influence latine, et qui donne aussi la force de notre mouvement social. Vous savez, nous, le syndicalisme organisé, il est né en Flandre. La spontanéité combative ouvrière était présente en Wallonie, et ce marxisme politique, comme il existait chez notre pays, venait de Bruxelles, quoi. Donc c'est vraiment cette force qui nous venait de différentes régions, nous a permis justement de souder la force du mouvement ouvrier en Belgique. Et aujourd'hui, évidemment, il y a des réalités très différentes politiquement. Vous avez une extrême droite qui est forte du côté flamand, avec le Vlaams Belang, qui est maintenant dans les sondages à 23-24%. Et vous avez une Wallonie où on n'a pas d'extrême droite. Donc, vous voyez un petit peu les différences qu'on a. Vous avez Didier Reynders, non? Alors là, on a Didier Reynders, l'homme qui parle à l'oreille des riches. Donc on a un mouvement libéral, avec Didier Reynders qui est très agressif contre les travailleurs, qui eux doivent être autour des 20%. J'ai jamais compris. Enfin oui, c'est un peu comme Macron ici, non, Reynders? Sauf qu'il est très ami avec Sarkozy. Enfin, ouais, mais bon, tout ça, ils se mettent les uns d'accord les autres, etc. Vous savez, Macron, quand il a dit, moi je serai ni gauche ni droite, c'est toujours la même chose, quoi. C'est toujours le ni gauche. Je veux dire, c'est toujours la même chose. Ni gauche ni droite, mais surtout ni gauche. Chez nous aussi, il y a des partis qui disent non, on n'est plus de droite, on n'est plus de gauche, etc. Non. Et donc nous, pour revenir un peu à ta question, on a en tout une quarantaine de députés et au niveau régional et au niveau fédéral. Et on a une force qui est montante. On est quatrième parti du côté francophone du pays. On est premier parti d'opposition du côté wallon. Et du côté de la Flandre, dans une situation beaucoup plus complexe qu'on va retrouver dans d'autres pays européens, on a une gauche radicale du PTB qui augmente et qui passe maintenant, qui a eu aux dernières élections, est passé à 6%, avec 4 députés qui nous viennent de la Flandre et 8 députés qui nous viennent de la francophonie. Donc de ce côté, une dynamique intéressante. Et les écolos représentent combien? Donc là aussi différent des deux côtés du pays, mais je dirais une vingtaine de pourcents du côté francophone et si ma mémoire est bonne, je dirais entre 12% du côté néerlandophone. Ça veut dire qu'en Belgique, comment ça se passe l'équilibre gauche-droite, centre? Donc il faut savoir chez nous qu'on est dans un pays de coalition, donc c'est pas la même chose évidemment que le système français, avec quand même globalement tous les partis traditionnels qui appliquent les politiques européennes d'austérité néolibérale. Je veux quand même le dire que chez nous, c'est des partis écologistes qui ont voté la libéralisation du secteur énergétique. Je veux quand même le dire, qui a créé des monopoles qui vraiment ont de plus en plus de puissance sur notre secteur énergétique belge. On n'a plus rien à dire en Belgique d'ailleurs. C'est les Français qui contrôlent tout. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, EDF a racheté. Ouais, c'est ça. Donc on a vraiment les monopoles. Il y a 7 grands monopoles énergétiques qui contrôlent toute l'Europe. Donc et il faut dire que vous payez, c'est vous qui payez le plus cher en téléphone, en gaz, en électricité, c'est affolant. Enfin, j'ai des amis belges qui je trouve que je paye beaucoup en France, mais vous êtes effectivement un laboratoire de ce que produit le libéralisme en termes d'économie. Complet.
Mais en même temps, vous restez un pays assez calme, en termes de manifestations. Il n'y a pas une insurrection. Est-ce qu'on peut parler d'insurrection en France? Quel est ton regard, toi, sur la France, depuis le mouvement des Gilets jaunes? Comment tu regardes ça? Nous, c'est très inspirant, évidemment. Karl Marx disait toujours que la France était le pays où la lutte de classe s'exprimait la plus clairement. Et il avait déjà dit à 150 ans, et je pense qu'il a raison. Je veux dire, il y a une lutte où toutes les forces en présence se cristallisent le plus possible. Quand la répression qui est vécue ici en France, c'est assez incroyable pour les Français, mais aussi pour les Belges. C'est vraiment comment les États européens peuvent tolérer que Macron utilise autant sa police répressive pour casser un mouvement social. C'est vraiment incroyable. La radicalité dans la lutte, pour nous, est assez exemplaire. Quand on voit que des cheminots vont toucher peut-être 100 € sur leur mois parce qu'ils ont fait grève tout un mois, c'est impressionnant. De ce côté-là, il y a une inspiration. Les Gilets jaunes, dont on a eu des secousses aussi en Belgique. Je veux dire, la France inspire aussi en Belgique. On a eu notre mouvement des Gilets jaunes, mais qui était moins large, je veux dire, qu'en France. Donc on a une inspiration importante dans la résistance pour nous. Et en même temps, je pense qu'on peut apporter, nous aussi, des spécificités belges qui peuvent aider les camarades français. Comme la question qu'il est possible de faire reculer le gouvernement sur la pension à points. J'ai eu énormément de messages après la vidéo dont on a parlé en début d'émission. J'ai reçu des centaines de messages français, jusqu'au moindre recoin de la France, où des gens me disaient « Ah, mais ça nous donne espoir. Si votre ministre des Retraites a pu faire une marche arrière, pourquoi il ne le ferait pas en France ?» Donc je pense que là, on a beaucoup à apprendre les uns des autres aussi dans notre résistance européenne. Mais ceci étant, quand tu dis que vous avez fait cette grosse manif en 2017 à Bruxelles, où vous étiez 70 000, en France, tu suis le mouvement, le mouvement des Gilets jaunes, puis le mouvement contre les retraites. Il y a certains jeudis où il y avait plus de 2 millions de personnes dans la rue. Et ce gouvernement est inflexible. Pour l'instant. Pour l'instant, moi je pense que c'est quand même une faiblesse. Quand je vois la communication de Macron actuellement, je trouve que il y a quand même une réelle faiblesse. Je pense que le gouvernement est en train de perdre la bataille de la communication en France. Quand on voit qu'après des semaines de grève, il y a toujours 60% de soutien, je trouve ça impressionnant, alors qu'on a quand même une certaine partie de la presse française, pour ne pas dire une grosse partie, qui prend position contre le mouvement. Je ne sais même pas sur quelle base légitime d'ailleurs. Je pense que l'intérêt maintenant, si je peux donner un conseil du côté français, c'est d'élargir le mouvement vers les secteurs peut-être moins militants, moins traditionnellement bastions pour le monde syndical. Et je pense que là, quand on voit les actions qui se passent dans le monde culturel français, ça donne la chair de poule. Je veux dire, que ce soit au niveau de l'opéra, que ce soit au niveau des radios France, que ce soit au niveau... Je crois que là, il y a une piste de solution pour aller toucher des gens pour qui ce sera peut-être la première fois qu'ils iraient manifester. Je pense que là, il faut élargir le mouvement et tenir dans la longueur. Je pense que le gouvernement n'est pas en train de gagner la bataille de la communication, et c'est important. Combien de combats n'avons-nous pas perdus en Europe parce qu'on perdait la bataille de la communication? Ici, ce n'est pas le cas. Justement, si on essaie de prendre exemple sur la Belgique, qu'est-ce qui fait, parce que tu as posé la question à ton ministre des Pensions, qu'est-ce qui a fait qu'il a fléchi à un moment donné? C'est la manifestation, c'est ça? Ou c'est aussi parce que les télévisions ou les médias belges ont pris fait et cause pour vous dans cette histoire de retraite, ce qui n'est pas le cas en France? Moi, je pense ce qu'il y a eu, à mon avis, c'est que dès le départ, on était sur la balle. Donc, dès qu'il a commencé à préparer son débat, et c'est ce que les organisations syndicales ont fait en France aussi, déjà il y a un an, en voyant venir. Mais deux, je pense réellement que l'enjeu d'expliquer aux gens le fond de la mesure. Parce que les retraites, ce n'est pas un dossier simple. Oui, chez nous, il y a les tantièmes, les régimes spéciaux, les 45e fois le cosinus de la tangente, etc. Tu n'y comprends plus rien du tout. D'ailleurs, le ministre belge, une des grosses erreurs qu'il avait faites, c'est qu'il avait mis sur pied un site internet qui s'appelait mypension.be. Et c'était un site où tu pouvais aller calculer ta retraite. Donc tu introduisais tes coordonnées et tout, tu appuyais sur Enter, on te disait combien tu allais. Et lui, il pensait qu'en mettant ce site sur pied, il allait rassurer les gens. Donc lui, il met du pognon, il dit on fait mypension.be. Ah ouais, il y a 1 million de Belges qui ont été sur le site pour aller regarder combien ils allaient toucher avec leur carrière. Mais les gens, quand ils ont vu ça, la première chose qu'ils ont fait, ils ont dit ok, on va manifester. Ils ont regardé 900 €, 920 €, parce qu'il faut savoir que les pensions sont encore plus faibles chez nous qu'en France. Donc il y a 25% de différence dans le montant des retraites entre la Belgique et la France. Et c'est pour ça que l'Europe et la Commission européenne appuient Macron pour casser la résistance française. Parce que la France donne encore 14 à 15% de son PIB aux pensions. Chez nous, c'est 10% en Belgique. C'est vers ça que le patronat français veut aller. 10%. 10%. Ça veut dire qu'on va faire reculer toutes les retraites en France. Et c'est pour ça qu'ils veulent casser la France. Je pense que le monde politique de gauche doit se mouiller la chemise aussi. Je pense vraiment que c'est un combat commun qu'on doit pouvoir mener là-dessus. Et rester sur des points très clairs de revendication. Nous, on avait dit, je pense que ça c'est positif en France aussi, retrait de la pension à points. On ne commence pas à discuter, oui, mais l'âge pivot, et si on le retourne... Non.
Si tu commences à faire ça, tu commences à perdre complètement le mouvement. Ou bien isoler. Hein. Alors, les policiers, on va leur donner. Là, on va faire une concession. Ouais, mais c'est classique. C'est ce qu'ils ont fait. Exactement. C'est ce qu'ils font. Exactement. C'est divisé pour régner. Et nous, en France, on a la CFDT, une partie des syndicats autonomes qui maintenant viennent de dire, comme il a reculé sur cet âge soi-disant pivot, tu as vu, ils viennent de dire, ils ont engagé des négociations, ce qui fait qu'il y a une rupture syndicale et il y a même des grosses guerres entre les deux syndicats. Est-ce que ça se passait comme ça en Belgique aussi ? Chez nous, la situation n'est pas simple non plus. On a 2 grands syndicats, on a même 3 syndicats, mais en tout cas la FGTB et la CSC. C'est clair qu'il y a pas mal de discussions en interne et dans toutes les organisations syndicales. Vous avez un courant plus combatif, un courant qui est moins combatif, un courant qui veut tout de suite discuter négociations. Excuse-moi, Raoul, votre courant moins combatif, est-ce qu'il était quand même opposé au système à points ? Globalement, oui. Je pense qu'une des forces qu'il y a eu, les 2 organisations syndicales ont publié à plus d'1 million d'exemplaires un journal d'information, notamment sur la pension à points, qui était très très bien fait. De ce côté-là, il y a eu un front commun. C'est d'ailleurs ce front commun qui permet d'avoir une grève générale et qui a été très suivi. Ouais, non, c'était très suivi dans énormément de secteurs. L'économie était vraiment à plat, quoi. De ce côté-là, c'est vraiment assez exceptionnel. Non, mais on a une autre tradition syndicale. Hein, donc, il faut quand même savoir qu'en Belgique, si ma mémoire est bonne, on a 80% de taux de syndicalisation. Donc, c'est une toute autre forme de syndicalisme qu'en France, évidemment, qui a ses points forts, qui est celui de toucher de manière interprofessionnelle les travailleurs d'une manière Flandre, Bruxelles, Wallonie. Donc, ça, c'est une force, tout secteur confondu. La faiblesse, c'est parfois qu'il faut peut-être beaucoup plus de temps pour mettre le train en marche. Et c'est clair que même en Belgique, sur la retraite à 67 ans, la décision, notamment de la CSC, qui était le syndicat démocrate chrétien, après les 3 grandes grèves de décembre 2014, d'arrêter plutôt le mouvement, est à mon avis une décision regrettable. Donc chez nous aussi, on a les mêmes débats au niveau syndical. Je ne vais pas commencer à embellir la situation en Belgique. Et je pense qu'il est important de dire à tous les copains, même qui militent à la CFDT, etc., il faut leur dire, cet âge pivot, il n'est pas nécessaire dans la pension à points. Il faut expliquer aux gens, vu que votre compteur carrière va être individualisé, faire comprendre aux gens. Donc, le bonus-malus, il va être introduit directement dans votre carrière. Donc, en fait, c'est un faux pas en arrière, quoi. Je veux plus de pension à points, qui dit, mais il va garder les points quand même. Il faut faire comprendre aux gens que c'est un leurre. Ce que le gouvernement français est en train de vendre maintenant, il mente, parce qu'il y aura toujours ce principe qu'il faudra travailler plus longtemps pour moins de pension. Il faut lire, les travailleurs allemands, ils ont la pension à points, une pension à points, je ne sais pas comment ils disent ça en allemand, mais en tout cas, les effets, ils sont là. Ils ont perdu 10% de pouvoir d'achat pour les pensions par rapport au salaire. C'est un décrochage de 10%. 1 million de pensionnés allemands qui ont moins de 800 € par mois. Ça, c'est la réalité. En Suède, ils l'ont mis la pension à point. La carrière aujourd'hui est à 68 ans et demi en Suède. Donc, il faut expliquer aux gens que tout ça, c'est des leurres. Et nous, vu de Belgique, on sent bien que la France, elle peut gagner. Elle peut gagner. De ce côté-là, il faut pas lâcher le combat. C'est vraiment pour nous, tous les travailleurs européens. C'est pour ça aussi qu'on a apporté de l'argent à la caisse de grève pour les potes de la CGT. Parce que pour nous, il y a vraiment un combat exemplaire qui doit être gagné en France. Mais alors, la différence aussi, c'est que votre gouvernement ou votre État en 2017 était beaucoup moins répressif que ne l'est Macron. Vos policiers en Belgique sont quand même un peu plus cool qu'en France, non ? Enfin, comment tu vois ça, toi, de là-bas ? C'est clair que la répression française, on n'en croit pas nos yeux, quoi. Je veux dire, avoir une telle répression, je veux dire, quels que soient les mouvements sociaux, j'étais encore à Lille la semaine passée, c'est quand même fou, juste pour avoir le droit de manifester dans la ville, quoi. Attends, c'est quand même la moindre des choses, t'as pas envie de manifester dans les champs, quoi. Je veux dire, le préfet qui dit, ouais, vous pouvez manifester dans les champs, au milieu des betteraves. Attends, on parle de quoi, nous ? Je veux dire, nous, ce qu'on veut, c'est quand même être là, on est là, quoi. Je veux dire. Et donc, à quel point, 300 mètres plus tard, tout de suite, il y a déjà les CRS qui sont là pour charger. C'est vraiment un État policier, la France, quoi. C'est fou, quoi. Soi-disant le pays des droits de l'homme et des Lumières, mais on est où, quoi ? Je veux dire, c'est vraiment incroyable. Et de ce côté-là, on a vraiment l'agenda d'une élite politique européenne dont le but est d'imposer une Europe austéritaire, mais vraiment une Europe aussi répressive. Et donc on est en train de laisser le choix aux gens entre une Europe autoritaire d'une part ou un populisme et un extrémisme de droite d'autre part. C'est ça l'alternative qu'on donne aux gens et c'est pour ça que nous, les gauches radicales, les gauches démocrates, l'ensemble du mouvement social en Europe, on doit relever la tête. Il faut arrêter de rester dans les cordes, quoi. On peut gagner. Il faut arrêter d'idéaliser, je veux dire, les années 36 où on allait chercher le Front populaire et tout. La situation était compliquée aussi à ce moment-là. Hein. Donc on doit aller renouer avec une tradition historique offensive. Ça, j'y crois fortement. Vous arrivez à agglomérer un peu des écolos, des
Parce que le Parti des travailleurs, en fait, était un parti, il y a 10 ans, un peu maoïste, ou je me trompe? Ouais, t'as fait en 68, quoi. Hein, ouais. Bon, après, il se revendiquait plus du maoïsme. Et là maintenant, vous êtes toujours un parti de gauche, tu dis marxiste, mais vous êtes beaucoup plus ouvert, vous êtes prêt à créer des alliances, jusque, je sais pas, à la social-démocratie, jusqu'à l'écologie. Comment vous faites? Je pense Parce qu'en France, c'est façon puzzle, là, en ce moment. C'est impossible d'imaginer une gauche rassemblée. La première question compliquée, vraiment, c'est de définir la gauche. Je crois que c'est ça qui est très complexe, parce que je veux dire, au nom de la gauche, on nous a déjà fait bouffer des couleuvres en Belgique et en France. Hein, donc il faut un peu déterminer. C'est pour ça que ce marxisme, je m'en revendique, c'est-à-dire que, oui, le PTB est un parti anticapitaliste. Okay, donc c'est-à-dire que l'économie de marché, comme elle fonctionne aujourd'hui, ne peut pas répondre aux problèmes sociaux, démocratiques et écologiques. Le vrai pouvoir aujourd'hui en Europe, il est dans les mains des multinationales. Je le vois, nous, la politique énergétique en Belgique, c'est Electrabel qui décide. La politique militaire, je veux dire, c'est Lockheed Martin qui nous livre nos F-35, qui fournit carrément les attachés de cabinet dans le cabinet de la ministre. Donc on voit que la mainmise des monopoles économiques n'a jamais été aussi grande sur notre économie. Hein, je dirais, si on doit parler des Clearstream et compagnie, etc., je ne vais pas aborder ça ici, mais je veux dire, le moins de choses qu'on puisse dire, c'est qu'ils contrôlent tout, même nos transactions. Donc ils savent même combien coûte notre slip. Donc la question de reconstruire une alternative à gauche passe par une analyse rigoureuse et une analyse critique de toutes les mesures néolibérales qui ont été appliquées par la gauche traditionnelle. De ce côté-là, le PTB est singulier dans le paysage politique belge, c'est le côté de dire on n'a aucune illusion en la matière. Est-ce que ça veut dire que nous ne pouvons pas travailler ensemble sur certains dossiers avec la social-démocratie et l'écologie politique? Oui, on peut trouver des dossiers sur lesquels on travaille ensemble. On a introduit un amendement pour un fonds blouse blanche, donc les infirmiers et les infirmières menaient des luttes en Belgique, tiens donc. On a même lutte d'ailleurs en France pour un refinancement du secteur parce que les infirmières et les infirmiers n'en peuvent plus. Il y a eu une lutte exemplaire des organisations syndicales avec le mardi et les jeudis des blouses blanches. Il y avait vraiment toutes les semaines des actions dans les hôpitaux. Nous avons introduit un amendement au niveau du Parlement pour demander 400 millions supplémentaires et on a eu l'appui notamment des écologistes et des sociodémocrates et on a été gagné cette victoire. Donc c'est possible de le faire. En même temps, on a eu tous les débats compliqués en Belgique sur la participation gouvernementale qui est une question qui est complexe parce que pour pouvoir former un gouvernement, il faut être d'accord les uns avec les autres qu'on allait avoir une rupture avec l'économie libérale ambiante. Et en discutant, en négociant avec M. Di Rupo, qui était le président du Parti socialiste belge, on s'est rendu compte qu'après 6 heures de discussion, il ne voulait pas rompre avec ça. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le gouvernement wallon qui s'est formé, dans lequel on a voulu nous enfermer, ce gouvernement wallon, quelques semaines plus tard, le même PS et Écolo ont accepté la privatisation d'un service public de câble-distribution important chez nous. Donc cette question complexe du rapport entre une gauche authentique et, j'ai envie de dire, cette gauche molle qui accompagne le libéralisme, ça reste une dialectique complexe. Quelle est l'audience aujourd'hui du PS, du Parti socialiste en Belgique? Doit tourner autour de 25% plus ou moins. Ouais. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment de sanctions, ça veut dire que les citoyens belges, les électeurs, continuent à faire confiance au PS. Mais ils viennent de 43%, il faut quand même le dire que la social-démocratie, tout est relatif. Je veux dire, on n'a pas François Hollande en Belgique, je veux dire, de ce côté-là. Donc on vient d'une autre tradition, mais c'est vrai qu'on n'a pas une implosion de la social-démocratie du côté francophone, du côté flamand, la situation est beaucoup plus pénible. Et au limite, je m'en réjouis. Moi, je ne demande pas l'implosion de la social-démocratie. Si elle se ressaisit, si elle peut décider de reprendre, je veux dire, en main un combat social, mais je ne le sens pas aujourd'hui en Europe. Moi qui suis l'actualité en Belgique et qui ai des amis à Liège, Liège c'est une ville qui est gérée par un maire socialiste. Socialiste, voilà, Willy de Meyer, c'est socialiste d'un grand mot. Mais c'est une des villes les plus... je cherche mon mot, mais si je dis mafieuse, ça va ou pas? Oui. Ouais, on peut dire ça. Bien sûr. Parce que quand tu lis les papiers que fait David Leloup, quand tu regardes Publifine, enfin, comment une municipalité comme celle-là peut-elle rester encore en place avec tout ce que tu lis, avec toutes ces affaires qui tombent et qui sont d'ailleurs reprises maintenant par la presse, on va dire, plus mainstream? Me semble-t-il. Bien sûr, mais il y a deux éléments d'abord. D'abord, comment on a pu en arriver là, c'est qu'on voit qu'on a vraiment une fusion entre la social-démocratie et les partis traditionnels en général, mais en l'occurrence en Wallonie, c'est la social-démocratie qui est dominante, et les forces de la finance. Et donc, en gros, nos entreprises publiques sont gérées comme du privé, sont privatisées de l'intérieur. Donc, le PS, il est créatif, donc il garde une coquille
qui est une intercommunale publique, et à l'intérieur, on siphonne tout et on privatise. On paye les élus, enfin il y a des salaires d'élus. Incroyable. Tu peux dire, parce que tu le sauras mieux que moi, en termes de 500 euros la minute. Donc il y avait des comités de secteur où on était payé 500, les hommes politiques étaient payés 500 euros la minute. Des gens du PS, quoi. Oui, du PS, du CDH, du MR, donc tous nos partis traditionnels sont mouillés. Ces gens-là avaient tout intérêt à se taire et puis à permettre aux multinationales de gérer la boutique. Complet. Et c'est la logique de tous ces dirigeants politiques qui étaient dans l'intercommunal, c'est de dire, vu que je suis un gestionnaire comme une entreprise multinationale, je dois être payé comme tel. Et c'est comme ça qu'un Stéphane Moreau, qui était en gros un des dirigeants du Parti socialiste à Liège, s'est octroyé un salaire d'1 million d'euros. Ça va même plus loin. À l'intérieur, alors à un moment donné, vu qu'ils sont pris la main dans le sac, c'est trop flagrant, avec le travail notamment de journalistes comme David Leloup, qui a travaillé sur les Flexpel. Salut David. Tout à fait, vraiment, non, mais si eux, ils n'étaient pas là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Hein. Je veux dire, ils ont gratté au prix de grande pression. Il faut quand même le dire. Chapeau au travail de journaliste d'investigation qui a été fait. Il a plein de procès. Ah ouais, mais c'est comme ça. On intimide, quoi. Hein. Je veux dire, ça, c'est incroyable. Mais donc, ils vont même plus loin. C'est qu'aujourd'hui, à un moment donné, les recommandations quand même du Parlement pour dire les gars, c'est trop flag, là, vous êtes fait prendre et tout. Les gars ont dit OK, on va vendre les entreprises. Et à qui ils ont vendu ces entreprises publiques? À eux-mêmes. Ils se sont auto-vendus les entreprises. C'est incroyable. Là, les Français pourront se documenter sur Internet, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est en ce moment, ça. Enfin, c'est-à-dire que c'est ces 5-6 dernières années. Et c'est toujours en cours aujourd'hui. Donc, il y a une semaine, a été voté. Donc, d'abord, ils ont été pris la main dans le sac pour se revendre à eux-mêmes les boîtes. Et là, quand même, le monde politique a dit attends, c'est trop flag. Là, ils se revendent eux-mêmes la boîte. Ils privatisent la boîte eux-mêmes. Donc, ils se sont dit on va intervenir pour casser la décision de vente. On se dit on va reprendre dans le giron public cette société. C'est une société de télédistribution. S'il y a bien quelque chose qui a besoin de première nécessité, c'est bien la câble distribution. Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les partis traditionnels, partis socialistes en tête? Ils ont privatisé l'entreprise à une société qu'on appelle Providence, qui est un fonds d'investissement américain, dont le seul but, c'est mis noir sur blanc sur leur site internet, c'est se faire des thunes, donc c'est valoriser les actifs. Ils vont rester quelques années, hop, ils vont se virer. Ils ont fait la même chose en Irlande et au Danemark. L'emploi a trinqué complètement, et c'est ce que le Parti socialiste a fait chez nous. Et c'est une décision qu'ils ont prise il y a une semaine. Donc, pour revenir à ta question sur le rapport entre la gauche traditionnelle et la gauche de combat, la gauche combative, la gauche marxiste comme nous, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'il y a une gauche traditionnelle qui, au nom du réalisme, du pragmatisme, de l'opportunisme, enfin, mets tous les ismes que tu veux dans cet international opportuniste, le but, c'est de s'accommoder aux règles du jeu, qui sont des règles du jeu parfois qui deviennent mafieuses. Mais ça ne se révolte pas. Je prends l'exemple de Liège. Comment j'ai du mal moi-même à m'imaginer vivre dans une ville comme ça, à lire ça, à voir ça et à rester statique. Enfin, il y a beaucoup de résistance. Hein. Moi, j'ai parlé des manifestations. On a eu des manifs jusqu'à 100 000 personnes, je veux dire, dans les rues de Bruxelles. Hein. Oui. Je veux dire, on a eu à Liège, il y a une vie associative. Il y a un tropisme. Liège, c'est quand même. Tout à fait. Si je dis que c'est une des villes les pires de Belgique en termes de, on va dire, d'accords et de corruption au niveau des multinationales. Tout à fait. Et de fusion, de collusion réellement entre l'élite politique et l'élite industrielle, à travers notamment la privatisation des services publics. C'est vraiment à Liège que ça se fait. C'est pas un hasard si c'est à Liège que le PTB va chercher le plus de voix. Hein. Je veux dire, nous, à Liège, je veux dire, on monte à du 20%. À Liège, si à Liège, il y a les frères Dardenne. Exactement. Mais non, mais c'est vrai, mais les frères Dardenne, je veux dire, et à Liège, c'est une ville rebelle. Hein. Je veux dire, il y a plein de gens qui nous contactent, qui ne veulent pas se laisser faire. On a encore signé une carte blanche avec les frères Dardenne, avec Bouli Lanners, pour demander Bouli, attends, ça c'est la tchatche, hein, Bouli, je veux dire. Mais c'est vrai, mais c'est de la vraie résistance. C'est pas parce que c'est des gens qui réussissent en France qui ne contribuent pas dans leur résistance à Liège. Hein. Bouli, le combat qu'il mène sur le nucléaire, je dirais bien que le patron d'Avec Travail, il n'est pas content d'avoir Bouli, si tu m'entends, il faut que tu viennes. Ah ouais. Bouli, viens, franchement, c'est une bonne émission. Là. Ça fait du bien. Non. C'est un ami, Bouli. C'est pas un hasard si ces combats-là, on les mène ensemble. C'est un mouvement très large qui n'est pas uniquement le monopole d'un parti politique. C'est très, très large à Liège. Mais dis-moi, Raoul, si on réfléchit, on prend un peu de recul... On est quand même dans une sacrée merde en ce moment. Je veux dire, bon là en France il y a ce problème des retraites, mais ce qu'on vient de décrire comme paysage à Liège, en même temps c'est aussi une forme de laboratoire Liège. C'est-à-dire que si le peuple, la population laisse passer et continue à être passif par rapport à cette corruption, mais qui a atteint un degré qu'on n'imagine même pas. On n'imagine pas en France, je sais pas moi, Anne Hidalgo se prendre 1 million de salaire par. Enfin tu vois, c'est
un truc de dingue. C'est la fin des haricots, quoi. Je veux dire, tu sais, on parle beaucoup des multinationales qui ont le pouvoir, etc. Vous, dans une ville comme Liège, c'est en place, là, déjà. Et pourtant, quand tu vas à Liège, on continue à aller boire des coups dans des bars. L'économie a l'air de tenir, enfin non Si, on est dans une zone qui a économiquement quand même beaucoup morflé, avec la fermeture d'une grande partie d'ArcelorMittal. Hein. Je veux dire, on l'a connu en France aussi avec Florange, etc. Hein. Donc, je veux dire, vraiment, de ce côté-là, le chômage est élevé chez nous. Mais c'est vrai que la lutte, c'est jamais une ligne rectiligne, quoi. Je veux dire, la lutte, c'est toujours des hauts et des bas. Hein. Nous, on a eu des grandes luttes en 2014-2015. Aujourd'hui, c'est un peu plus bas. Ça peut remonter à tout moment. On l'a vu en France. Et qui aurait dit il y a 2-3 ans qu'il y aurait un tel mouvement comme aujourd'hui. Donc, la lutte, c'est toujours des hauts et des bas. Ce que je pense qui est important, c'est que le peuple s'organise. Et le peuple bouge. Et de ce cas, ça ne vient pas spontanément. Ça, je crois que c'est important. Le degré d'organisation du peuple, et moi, je vais prendre ma responsabilité comme responsable politique, mais ça vaut au niveau du syndicat, etc. aussi, qu'on se voit, qu'on se rencontre, qu'on a des réunions ensemble, qu'on fait des manifs ensemble, qu'on se voit, qu'on se touche, Denis. Vraiment, que c'est important dans la lutte. On ne peut pas rester chacun dans nos coins. L'individualisme, c'est ça aussi. C'est que les gens, aujourd'hui, pour aller boire sa pinte, Jupiler, ils vont te vendre ta Jupiler, ta machine, pour te faire ça chez toi. Comme ça, tu ne vas plus au café, tu n'es plus en train de voir tes gens. L'individualisation de la société, c'est un projet politique. Mettre les gens devant la téloge 3 heures par jour en train de regarder des émissions, allez, je peux un peu quand même critiquer les émissions, parce qu'on critique toujours les JT. Mais les JT, il n'y a pas que ça dans la vie, je veux dire. Les émissions TV sont des émissions toutes qui promeuvent d'une manière industrielle, je veux dire, l'individualisme. Le maillon faible, tu vois cette émission-là, t'es 4 qui sont là, il y a la petite vieille qui ne sait pas répondre, vous êtes le maillon faible. Mais c'est quoi comme idéologie qu'on transmet, quoi? C'est qu'on dit aux gens, vous êtes le maillon faible, paf, le plus faible, il est éjecté, quoi. Mais l'île de la tentation, quoi. On est en train d'apprendre aux gens à cocufier sa femme, quoi. Nous, toutes les merdes que vous produisez, on les bouffe en Belgique. Hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un petit peu quelque chose de qualité pour envoyer ça en Belgique aussi. Non, mais c'est vrai. Ah non, tout ce que vous faites, nous, on l'a aussi. Je peux te faire une remarque, parce que je regarde aussi, moi, tu sais, j'ai le câble, j'habite pas Paris, donc quand je suis chez moi, je regarde des fois la RTBF, et vous n'êtes pas tellement au JT de la RTBF. On voit beaucoup d'autres partis, vous êtes un peu ostracisé encore à la télé belge. Mais ça tarde un petit peu à passer. Je tarde de comprendre qu'on est à 12 élus. Le CDH qui a 5 députés, nous on a plus du double de députés, il passe plus que nous. Là, comme un problème, quoi. Je veux dire, de ce côté-là, c'est de changer les habitudes. En Belgique, il y a eu pendant 30-40 ans, c'était les 4 mêmes partis. Et Albert Frère. Et Albert Frère. Albert Frère qui, évidemment, gérait l'économie. Hein, ça, exactement. Albert Frère. Et donc, c'est pour nous important que ce 5e parti puisse plus passer dans les médias traditionnels. Je crois que c'est un point important. Mais ce que nous montre l'exemple liégeois, c'est quand même un degré de soumission jamais atteint. Si on t'avait dit, je sais pas, il y a 6 ou 8 ans, on t'avait décrit cette situation de corruption endémique, t'aurais dit non mais c'est pas possible, ça va pas arriver comme ça. Là, c'est là, et pourtant, ça bouge pas, vraiment. Mais moi je pense qu'une des conditions pour pouvoir bouger, c'est l'espoir. C'est l'espoir que se mobiliser puisse changer les choses. Or là, on vient, dans tous les pays européens, d'une séquence des années 80-90 où on a encaissé pas mal de défaites d'un point de vue socio-économique. C'est la raison pour laquelle c'est important qu'on renoue avec des victoires. Et ça, je sens, pour moi, ta question, je veux dire, à Liège, c'est que les gens disent, est-ce qu'on peut encore gagner? Et pour pouvoir avoir l'espoir, il faut pouvoir, à mon avis, sortir du cadre. C'est-à-dire se dire, et c'est ce que nos grands-parents idéologiques, les syndicalistes et tout ont fait quand ils allaient pour la journée des 8 heures, la première fois que la revendication des journées des 8 heures est établie alors qu'on travaille 13-14 heures par jour en Belgique, les patrons, ils se disent « Attendez, vous êtes fous, quoi. Si on fait la journée des 8 heures, c'est la faillite de notre économie. Vous n'êtes pas réaliste. » Ça, c'est le mot, les réalistes. Il faut être réaliste, il faut être pragmatique, il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Et je pense, pour revenir à ta question, qu'un des problèmes de nos peuples, c'est justement d'être trop sous l'influence de ce réalisme et d'oser sortir du cadre. C'est pour ça que les résistances qu'on voit, que ce soit en Espagne avec le mouvement pour les pensions, que ce soit en France, que ce soit... Cet état d'esprit-là, on doit le retrouver. Et moi, je pense qu'en Belgique, on est à l'avant-plan, à mon avis, d'une grande lutte qui va décoller. Je pense que vraiment, la question, c'est que les cartes doivent pouvoir s'établir clairement. On n'a pas encore de gouvernement qui se met en place, mais c'est très clair, en tout cas, qu'il y a un ras-le-bol qui est en train de grandir. C'est une des raisons pour laquelle on a lancé une grande manifestation qu'on a appelée la Grande Colère. Hashtag la Grande Colère. Si les amis français veulent nous rendre visite à Bruxelles, le dimanche 1er mars, on lance comme parti politique, à 13h30, une manifestation de la RU de Bruxelles pour vraiment pouvoir donner une voix à cette colère. C'est ça que j'ai dit, il faut sortir de son salon. Moi, je suis biologiste de formation.
Je peux dire une chose, c'est qu'un cerveau humain, il fonctionne beaucoup mieux quand il est aéré en manifestation que quand il reste dans son fauteuil. C'est une question chimique. Il faut sortir, il faut aller Voilà, c'est vraiment nécessaire. Donc je veux dire, vraiment de ce côté-là, on appelle justement les gens à se mobiliser. Toi, tu es biologiste, c'est-à-dire que tu étais chercheur ou professeur ou comment? Moi, j'ai fait mon mémoire sur la vitesse de décomposition des feuilles de 7 espèces d'arbres différentes, mon cher Denis. Donc, c'est-à-dire, j'ai analysé l'aulne, le bouleau, le sorbier, l'épicéa, et j'ai analysé la vitesse de décomposition des feuilles. Mais ça, c'est une vraie passion quand on est biologiste. Ouais. C'est difficile de ne pas être passionné. Non, c'est vrai. Et donc là, tu as tout arrêté pour faire de la politique. Sauf l'ornithologie. Donc ça, j'ai continué à aller voir les piafs, quoi, à aller cocher des oiseaux. Ouais. Donc ça, j'ai 2-3 copains syndicalistes. Donc là, on va régulièrement, une fois par mois, ou quoi, on va regarder les oiseaux. Alors j'ai fait une émission la semaine dernière avec Paco Mtielman qui a écrit un livre que je te conseille d'ailleurs, qui s'appelle « Tu m'as donné la crasse, j'en ai fait ». Putain, j'arrive jamais à me souvenir du titre, de l'or. Et il raconte la fin des oiseaux. Il raconte, c'est quand même un phénomène absolument dingue, ça qu'on est en train de vivre. Toi, comme ornithologue, c'est inquiétant. Il y a vraiment pas mal d'espèces qui se portent très mal et qui disparaissent. Et qui disparaissent. Alors j'ai vu dans Science et Avenir, si on change complètement de sujet, mais c'est pas grave, qu'il y a une espèce qui renaît. Une espèce qui avait disparu pendant des siècles, et je crois que c'est en Indonésie. Tu as pas vu ça? Non. Un phénomène darwinien d'évolution où un oiseau qui avait complètement disparu. C'est la seule bonne nouvelle dans cette histoire de réchauffement climatique. Mais quand même, il y a plus d'hirondelles, il y a plus de. Enfin, c'est catastrophique. Mais ça diminue beaucoup, donc on voit vraiment une influence forte, évidemment des polluants, d'une part. Je veux dire, ça reste quand même un gros problème pour les oiseaux. On voit le réchauffement climatique qui fait apparaître petit à petit des espèces de plus en plus exotiques. Il faut une fois aller à Bruxelles, mais vous avez les perruches à collier un peu partout. Je crois qu'à Paris, il doit y en avoir pas mal aussi. Donc vraiment des espèces qu'on n'aurait pas cru qu'auraient pu s'adapter, qui s'adaptent un petit peu partout. Donc on a réellement des phénomènes qui sont inquiétants. Et je pense que la nature est un point important aussi. Dans votre préservation. Vous en parlez beaucoup de ça? De plus en plus. Là, vraiment, à notre dernier congrès, on a beaucoup débattu sur le sujet, parce qu'on avait sous-estimé, pas assez pris en compte tout ce combat climatique, avec un enjeu évidemment important qui est celui de résoudre le problème climatique et en même temps de le lier à la question sociale. Et donc là, on s'est rendu compte en Belgique, on parle toujours de la responsabilité des consommateurs en matière de production de carbone et de gaz à effet de serre, mais qu'en fait, 40% des émissions venaient quand même de 302 multinationales. Des multinationales qui ne sont pas soumises aux règles de taxe carbone habituelles, mais qui sont soumises au schéma européen ETS, le European Trade Scheme, qui est en gros les quotas carbone. C'est-à-dire que, et ça c'est quand même fou, c'est qu'on a donné les quotas carbone aux entreprises qui produisent du CO2, et maintenant, si elles n'en produisent pas pour une raison, parce qu'elles ferment une industrie ou quoi, elles peuvent les revendre. Donc ils ont réussi à faire du business sur le quota carbone. C'est comme ça qu'une entreprise comme ArcelorMittal, en fermant de hauts fourneaux, a pu se faire 200 millions d'euros dans sa poche, quoi. Donc c'est vraiment dégoûtant. Le capitalisme arrive à tout vendre, quoi. Mais c'est fou. Même le droit de polluer, ils le vendent, quoi. Donc c'est vraiment incroyable. Ils finiront par vendre la corde pour nous pendre, hein. C'est incroyable, quoi. Donc de ce côté-là, c'est vraiment des systèmes qui font dénoncer et il faut trouver des alternatives. Alors, vous avez des accords, je pense à l'écologie, justement, parce que tu t'es décrit comme un parti marxiste, mais je me dis comme ça qu'un parti politique, aujourd'hui, ne peut plus laisser de côté la question écologique, elle doit être à peu près centrale, comme la question de la lutte contre le capitalisme ou de réinvention de modèles de redistribution. Vous, ça fait partie de votre programme, et est-ce qu'il y a des phénomènes d'alliance qui peuvent se créer beaucoup plus fortes avec les écolos? Et derrière tout ça, évidemment, je pense à la France. À qui vous ressemblez le plus en France, dans la démarche et dans l'histoire? Je pense qu'on ne peut pas faire vraiment de parallélisme France-Belgique, parce que notre histoire est différente. Nous, on a des bons contacts avec le PCF, on a des bons contacts avec la France Insoumise, on a des bons contacts avec la NPA, avec la CGT, évidemment. Donc on est en contact avec tout le monde. On ne peut pas faire un parallèle. L'histoire de France n'est pas la même que l'histoire de Belgique, ne serait-ce que par le fait que vous avez eu un PCF très très fort pendant 30-40 ans, après la Deuxième Guerre mondiale. Chez nous, le Parti communiste belge était moins fort, donc on ne peut pas faire des parallèles. Mais par contre, je crois que dans le rapport au parti traditionnel, la même complexité est là. C'est-à-dire que, par exemple, dans notre débat avec l'écologie politique, la question de savoir est-ce que le marché libre peut être vecteur de solution aux problèmes climatiques que nous avons, c'est un grand point de divergence qu'on a avec les écologistes chez nous. Parce que, et c'est très pragmatique comme politique, c'est très concret comme débat, c'est pas qu'un débat philosophique, c'est la question de savoir chez nous, par exemple, la promotion des panneaux photovoltaïques pour produire l'énergie solaire a été faite par les partis écologistes qui étaient au pouvoir via des mécanismes de subsides, et comme toujours sous le capitalisme, des politiques de subsides pour jouer sur l'offre et la demande ont créé des bulles.
Le gouvernement ne sait toujours pas comment payer les certificats verts parce qu'en gros, il y a eu une bulle sur le marché. J'avais l'impression que ça marchait mieux qu'en France. Ils se sont mis à mettre sur leur toit des C'est petites... ça, mais le problème, c'est que c'est l'État belge qui a dû financer tout ça. Et que ça coûte un bras. Quoi. Exactement, que c'est un bras. Il vaudrait mieux leur mettre sur pied des structures publiques qui produisent de l'énergie verte. Et donc, en l'occurrence, chez nous, on a des intercommunales qui produisent de l'énergie éolienne en mer. Quoi. La ville de Liège produit de l'énergie éolienne en mer du Nord. On va me dire comment ça se fait, mais voilà, c'est business. C'est business, ça se passe comme ça. Plutôt que de vendre tout ça au privé, faisons une grande société publique belge qui va avoir, je vais dire, réellement une production monopolistique et qui va pouvoir mettre son énergie verte au service du public. Et vous, votre système bancaire est dans un état complet. Vous êtes complètement inféodé aux banques françaises, européennes. Vous n'avez plus de banque belge. Non, plus rien du tout. Plus rien du tout. Donc chez nous, tout a été vendu. Il y a 4 banques qui contrôlent l'ensemble de notre économie. Dont notamment la BNP Paribas, qui a été rachetée. Donc toutes ces banques belges sont sous contrôle étranger. Maintenant, je ne crois pas que le fait que les banques sont françaises, ça change quelque chose. Parce que de toute façon, ils pensent qu'on business. Mais vous avez quand même implanté au cœur de Bruxelles Euroclear. Ouais, c'est ça, exactement, Euroclear. Alors, Euroclear, c'est une chambre de compensation internationale. Il y en a 2, une au Luxembourg. Voilà, je ne vais pas te refaire la leçon. Non. Mais qu'est-ce qui se passe avec Euroclear en ce moment ? Je pense que l'information qui me semble cruciale, fondamentale, très importante en termes d'argent de ce qui se passe à Euroclear n'est pas arrivée jusqu'en France. Est-ce que tu peux résumer, expliquer les enjeux de ce combat-là ? Parce qu'il y a un juge qui s'appelle M. Claes, qui instruit un dossier monumental avec des milliards de fonds soi-disant libyens. Mais je te laisse poursuivre. La première chose, c'est que nous, en fait, l'État belge, on n'a presque rien à dire sur Euroclear. Hein. Je veux quand même le dire, c'est parce que physiquement... oui, c'est JP Morgan. Exactement. Exactement. Donc ce sont vraiment des chambres. En gros, c'est des chambres qui enregistrent l'ensemble des transactions mondiales. Et donc ils sont au courant de tout, en fait. En fait, on dit toujours, donc il y a des journalistes, il y a des juges d'instruction, donc le juge d'instruction Claes, etc., qui doivent mettre des heures, des jours, des mois de travail. Eux, ils savent tout, ça passe sous leur nez. Et eux, ils disent toujours, on ne sait rien du tout. Donc là, c'est la question des fonds libyens. Donc là, il y a eu quoi ? Il y a eu une plainte et il y a combien de milliards qui ont été bloqués ? Enfin, c'est une enquête journalistique de David et d'un autre journaliste, David Leloup. Mais que c'est débloqué, surtout. Oui. C'est surtout ça la question. C'est qu'officiellement, des sanctions étaient prises par rapport à la Libye de Kadhafi. Et pour des raisons de business, on a levé ce type de sanctions. Et notre ministre ne sait de rien. Alors attends, explique, parce que les gens ne comprennent pas. Mais non, mais donc c'est-à-dire que quand vous avez bloqué il y a combien les sanctions internationales, je ne connais plus exactement. J'avais demandé peut-être 5 milliards. Je n'ai pas suivi le dossier d'hyper près. C'est Marco Vanès, mon camarade Marco Vanès, qui a intervenu beaucoup sur le sujet. Je l'inviterai pour la prochaine fois. C'est ça. Non, mais je veux dire, les fonds sont bloqués. Et là, le juge est bloqué aussi. Tout à fait. Le juge Claes, mais bloqué sur beaucoup de dossiers. Le juge Claes, c'est très clair. Mais donc, aujourd'hui, le gouvernement belge, en fait, dit ne rien savoir, ne rien vouloir voir. Et c'est toujours la même chose. Et donc, j'espère maintenant l'instruction, je pense, est clôturée. Parce qu'il a autorisé à Kadhafi et à ses fonds à placer cet argent-là chez Euroclear. Et c'est ça l'histoire. Donc, et à un moment donné, il y a eu une dénonciation. Donc on a bloqué les comptes et là on vient de les débloquer. On les a débloqués il y a quelques années déjà. Donc ils sont débloqués et là l'instruction porte... Et l'État belge, donc on a une audition, je veux dire, d'un fonctionnaire qui dit « mais moi on m'a donné l'ordre » et les ministres disent « non, je n'ai pas du tout donné l'ordre », tout le monde se renvoie la balle, quoi. Mais c'est très clair que ça a été une décision politique, quoi. Et il fallait voir en audition, je veux dire, le fonctionnaire dit « mais si, on m'avait dit de... » Et donc c'est clair que c'est illégal parce qu'il y avait des sanctions qui étaient, c'est une décision quand même de l'ONU, quoi. Et ça signifie qu'une société comme Euroclear, qui appartient à des banques étrangères, américaines entre autres, elle a un pouvoir infiniment supérieur à un État qui l'héberge comme la Belgique. Exactement, à n'importe quel ministre. Ça c'est la conclusion politique qu'on doit tirer de ce type de manœuvre-là. C'est très très clair. Après, je pense que le monde politique belge est évidemment plus que passif, voire même acteur de donner ce pouvoir à Euroclear, soyons très, très, très clairs. Si on donnait le véritable pouvoir à un juge d'instruction, vous savez combien d'instructions chez nous sur des grandes questions bancaires ont été abandonnées par transaction pénale. Donc en Belgique, aujourd'hui, vous pouvez racheter votre procès. C'est-à-dire que quand vous voyez à un moment donné que vous allez perdre votre procès ou quoi, vous rachetez votre procès. Exactement. Et c'est la justice de classe. C'est ça qu'on met en place. Tu vois, j'ai des copains belges qui savaient que je t'invitais, qui m'ont envoyé des listes de questions. Là. C'est une question sur ce que tu penses des liens entre Sarkozy, Claude Guéant, le Parti libéral belge, et nous parler un peu du Kazakh-gate, et qui concerne la France aussi. Tout à fait. Le Kazakh-gate, donc pour un peu bien comprendre. Parce qu'ici, on ne sait pas. Non, mais c'est ça. Mais nous, d'abord, il y a les gates se succèdent. Hein, mais donc, chez nous, en fait, c'est Chaudiev, quoi, dire, qui est un oligarque russe. Exactement, un oligarque russe qui, en gros, pour pouvoir échapper à la justice, avait besoin justement de pouvoir racheter son procès. Mais donc, chez nous, la loi n'existait pas encore.
Et donc, que font les oligarques russes quand ils ont envie qu'une loi soit votée? Ils prennent contact avec le monde politique. Et donc, nous avons eu notre président du Sénat qui était des réunions pour aller discuter. Ah bon, on va un peu réfléchir pour changer la loi. Donc c'est en fait Armand Decker, quoi. Et donc en fait, pas mal de preuves sont là que des rencontres ont eu lieu et que politiquement, effectivement, une loi, la loi sur les transactions pénales a été votée pour pouvoir permettre à des oligarques russes. Quel est le lien avec Guéant et Sarkozy? Donc en fait là, en gros, ils ont besoin, donc, pour tous les réseaux internationaux, pour les mettre les uns les autres en contact, Chediev est passé par la France. Je pense à un attaché de Sarko qui a pris contact avec le monde politique belge, le Parti libéral. Donc voilà, c'est la grande internationale des magouilleurs, quoi. Je veux dire, il y a l'internationale des travailleurs et puis l'internationale des magouilleurs. Et donc, tu sais, dans le livre de Juan Branco, Crépuscule, tu en as entendu parler, il a une phrase qui est un peu un lead, il dit « Ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption ». Et ça s'applique parfaitement à la Belgique. Tout à fait. Et je trouve ça important parce qu'ils sont acteurs. C'est pas qu'ils subissent. C'est pas que ça vous tombe, j'ai une enveloppe qui me tombe dessus ou quoi. Je veux dire, à un moment donné, vous êtes acteur. C'est ça que j'essaie de comprendre, c'est qu'une partie de l'élite politique est en fusion avec le monde du capital et fonctionne selon les règles du capital. Cette corruption, c'est une manière de fonctionner. Il y a deux corps, on va dire, qui peuvent lutter contre ça, en dehors des partis politiques. Ce sont les magistrats et la presse. Comment ça se passe en Belgique? Chez nous, on a de plus en plus de problèmes. C'est que la magistrature et la justice est sous-financée. C'est-à-dire qu'on ne va jamais faire une attaque frontale politique contre des magistrats, on va attaquer indirectement via l'austérité. Et donc, le budget de la justice a été réduit de 10%. D'une manière linéaire, sous la dernière législature. Et donc, ça a beaucoup de répercussions sur le fait que des magistrats ont moins le temps de mettre à l'instruction. Et donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que si vous allez faire un contrôle TVA, vous allez à la friterie du coin, parce que c'est beaucoup de friteries, mais au kebab du coin, vous allez faire un contrôle fiscal, ça, il n'y a pas de problème. Vous allez chez InBev, non, et vous avez besoin de 25 personnes, vous n'avez pas le temps et tout de bosser et tout. Donc, des grands accords, d'ailleurs, chez InBev, des grands accords... InBev, Interbrew, c'est AB InBev, dans toute la France, AB InBev. Denis, c'est la LEF, la Jupiler, les bières. Oui, ce groupe. C'est ça. De brasseurs. Qui nous vient de la Belgique, qui a fusionné avec un groupe. C'est une des plus grandes fortunes de Belgique. Exactement. Et donc la famille Spoelberg, etc. Voilà. Et qui est repris dans notre fameux top 50. C'est-à-dire que le top 50 du PTB, qui est mis sur pied par Marco Vanès, donc c'est pas le top 50 de Radio Contact, c'est le top 50. Les plus riches. Exactement. Et donc ce sont les plus grandes ristournes fiscales des entreprises. Et donc on a certaines branches du groupe AB InBev qui payent chez nous 0% d'impôts. J'avais relevé dans mon bouquin Les Prédateurs que Albert Frère payait moins d'impôts que sa femme de ménage. Ah, mais c'est quand même fou, quoi. Je veux dire, lui, il a payé quelque chose comme 152 € d'impôts avec son groupe GBL à l'époque, et sa femme de ménage, c'est Marco avait calculé, je pense qu'elle payait 4 000 € d'impôts. Ouais. J'avais relevé ça. Mais c'est fou. Mais mon père a vécu la même chose comme sidérurgiste, quoi. Le jour où on annonce la fermeture de la sidérurgie, ArcelorMittal a payé sur l'ensemble de son bénéfice 1,4 milliard d'euros, 496 € d'impôts. Mais tu vois le comptable, bon, le chèque, on l'arrondit à 500, chef. Allez, 500, on est gentil avec le fils belge, on paye 500, on paye 496. Mon père payait 6 000 € d'impôts. Là, on parle, je pense à toi, parce que je sais que tu as un train et que les taxis sont un peu lents ici, mais je voudrais encore te poser... Oui, qu'il y a quelques perturbations dans le service public français aussi pour l'instant. Hein. Ah, c'est gréviste, franchement. Vous avez aussi, comme en France, une presse mainstream, on va dire, et une presse alternative qui gagne de plus en plus d'audience et de terrain, ou est-ce que c'est différent? J'ai l'impression, moi, à suivre la Belgique et à lire les journaux, que la presse belge est moins inféodée au pouvoir que la presse française. Je pense en tout cas qu'il y a une différence, en tout cas c'est qu'il y a une presse mainstream de droite officiellement affichée comme vous pouvez l'avoir en France, etc. On n'a pas en Belgique. C'est-à-dire, tout ça est beaucoup plus centriste et dans les rédactions vous allez avoir des sensibilités différentes. De ce côté-là, il y a l'excellent travail d'investigation qui est fait par des journalistes dans des presses dites mainstream, quoi. Je veux dire que ce soit, tu as parlé tout à l'heure de David Leloup, on a Xavier Kounas, par exemple, sur tout le dossier Netis qui nous concerne, Xavier Kounas au niveau du soir, Joël Matrice. On a vraiment des journalistes qui font du bon boulot dans les presses traditionnelles. Au niveau, par contre, de la couverture un peu plus globale, il y a quand même un mainstream, quoi. Je veux dire, voilà, une fois que vous avez une lutte de classe interprofessionnelle importante, vous allez toujours avoir, après une semaine ou deux, les éditorialistes qui vont dire il est temps de se remettre à table, il faut quand même être réaliste, faut quand même accepter les mesures qui sont là, faut pas être populiste, je veux dire ça. Je veux dire, in fine, quand ça devient un peu plus long, on va quand même avoir une uniformisation, je veux dire, d'un avis. Hein. De ce côté, il y a quand même un même mécanisme qui est en point. Les journalistes aussi ont moins de temps pour faire leur travail, donc on a une précarisation du secteur qui grandit.
grandi un peu comme partout en Europe, mais quand je vois des pigistes qui vont travailler à 3-4 articles par jour pour pouvoir subvenir à leurs besoins, c'est plus possible de recouper ces infos. Et donc là, on a quand même une presse dite alternative qui est en train de naître du côté francophone, que ce soit le magazine Médor, on a Imagine, on a Wilfried Magazine, on a une recherche qui commence à naître petit à petit, mais je crois que la question de rendre ça finançable est quand même un grand problème un peu partout. Je veux dire, nous, ici, tu as compris, je t'ai expliqué comment on fonctionnait. Donc, on est un des médias les plus libres qui soient, puisqu'on est financé que par des dons ou des sociaux qui nous aident. On va essayer de se renforcer, mais en ce moment, ça marche plutôt bien, ce qui fait qu'on peut encore, quand on n'est pas censuré par YouTube, on peut encore faire des émissions, parler assez librement, prendre du temps pour discuter. Moi, je suis vraiment ravi que tu sois là. J'aurais encore plein de questions à te poser. Je t'en pose une dernière sur Macron et comment tu vois la suite du mouvement. Tu dis, on est un laboratoire. Si on perd ici, on va perdre partout. C'est-à-dire que, et en Europe, ça va être la déferlante. Il n'y a plus moyen de lutter contre la commission. Si, moi je suis assez rempli d'espoir en fait, parce que je pense qu'on est en train de remonter la pente qui nous a foutu dedans dans les années 80, dans les années 90. Je pense vraiment qu'il y a, et d'un point de vue politique et d'un point de vue syndical, un mouvement qui monte à nouveau. On a vu ça avec les travailleurs de Ryanair qui ont fait des grèves au Portugal, en Belgique, en Irlande, en France et qui ont été chercher certaines victoires. Donc les dockers, c'est la même chose au niveau des ports, le port d'Anvers, de Rotterdam, le port de Marseille. Donc moi je pense que petit à petit, il y a une dynamique européenne qui est en train de se mettre en place. Et c'est une des clés aussi de notre victoire. Je pense réellement que tant qu'on va se combattre, mener nos combats respectifs, séquencés, tout seul notre pays, ça va être difficile de gagner. Je pense, si on parle de perspective, mais ici je parle sur de perspectives à moyen terme. Je pense que le côté de mener des combats au niveau européen contre les directives de la Commission européenne qui demande cette pension à point, etc., c'est aussi une des clés. J'ai parlé tout à l'heure de la combativité du côté d'un cahier de revendications très clair, mais je pense qu'une dimension européenne me semble être importante aussi. Et puis, dernier élément, c'est retrouver notre fierté de classe. Moi, je crois que ce côté-là, nous produisons la richesse. Ce n'est pas eux qui produisent la richesse, c'est nous. C'est nous qui devons décider ce qu'on produit, pour qui, pourquoi. Et le nous, c'est au sens large. Moi, je ne parle pas que des travailleurs manuels dans les grandes entreprises. Je parle que c'est les artistes, que je parle les employés, que je parle le monde intellectuel. On doit reprendre notre conscience de classe. Et c'est là où les fachos interviennent. Parce que les gens en ont marre du moi-je sans arrêt. Ils veulent retrouver le sentiment du nous. Et c'est là-dessus que les Le Pen, les fachos chez nous, du côté de la Flandre et tout, ils veulent surfer parce qu'ils veulent créer un nous, le nous exclusif, le nous nationaliste, le nous d'extrême droite qui exclut les travailleurs sans emploi, qui exclut les travailleurs immigrés, qui exclut tous les autres. Et nous, on doit revenir, nous, la gauche, conséquente, avec un discours de classe et un discours radical. On doit être fiers de notre cause. Moi, j'en ai marre d'avoir des gauches traditionnelles qui ont peur de leur ombre, on a peur. On est fiers. C'est nous qui avons construit les sécurités sociales. C'est nous qui avons construit la journée des 8 heures. C'est nous, c'est pas la droite. Eux, ils étaient où ceux-là? Ils étaient en train de manger leur caviar à cette époque-là. Voilà ça qu'il faut dire. Tu peux pas venir faire de la politique en France, non? Bah écoute, voilà, j'aime bien. Est-ce que tu peux pas te présenter? Non, enfin, il faudrait qu'on invente une circonscription électorale unique. On pourrait peut-être faire. Ça pourrait être bien, ça. Raoul, je te serre la main. Je suis vraiment ravi que tu sois venu. Et puis j'espère que tu as raison. Et ben voilà. Et bonne suite aux médias. Franchement, continuez. Lâchez rien du combat non plus. Merci. Merci.